Avec vous sur Sud Radio pour débattre. On a déjà commencé à débattre, pour tout vous dire, dans le studio de Sud Radio. Avec aujourd'hui Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Jérôme Ripoul, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Directeur associé de l'agence Confluence. Vous êtes coprésident d'Opinion Valais. Jérôme Dubus, bonjour. Membre de La République En Marche. Et Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Avec vous, on va parler de l'obligation vaccinale des soignants. Le pass sanitaire, visiblement, n'a pas eu d'impact sur la consommation. Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Est-ce que vous avez arrêté d'aller au restaurant? Est-ce que vous refusez de présenter votre pass sanitaire? Ou en tout cas, vous ne voulez pas en avoir? On va en parler. Et puis Marseille, une semaine après la visite d'Emmanuel Macron, 2 morts. Hier, on évoquait ce qui s'est passé à Corbeil avec des règlements de compte, visiblement. Ça continue. On fait notre tour de table de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme Dubus, on va commencer avec vous. Oui, c'est un coup de cœur aux manifestants de Kaboul, bien évidemment. Alors, on a quelques bribes d'informations par l'AFP hier qui nous a indiqué qu'il y avait eu une manifestation à Kaboul de 300 personnes, dont beaucoup de femmes. Une manifestation à Héra qui a été réprimandée sévèrement puisqu'il y a eu 2 morts et apparemment 8 blessés. Héra, c'est la grande ville qui fait pendant à Kaboul, à l'ouest de l'Afghanistan. Ouais. Mais il y a des manifestations tous les jours, avec des gens courageux qui manifestent, qui descendent dans la rue au péril de leur vie. Des femmes beaucoup aussi qui manifestent. Oui, sur les 300, je crois qu'il y avait 2 tiers de femmes, d'après ce que nous a dit l'AFP. Donc on a des bribes d'informations, on sait que les talibans ont installé maintenant leur régime, que visiblement ils ont leur gouvernement mis en place et que moi, c'est à la fois un coup de cœur pour ces gens qui descendent dans la rue au péril de leur vie, mais c'est aussi un coup de gueule vis-à-vis de la faiblesse de l'Occident. Je suis atterré par ce qui s'est passé. Alors c'était pendant les vacances, évidemment ça fait la une des journaux, maintenant on en parle déjà beaucoup moins, on a beaucoup moins d'informations, mais je suis atterré par ce qui s'est passé. Depuis environ une dizaine d'années, on essaye de nous faire croire qu'il y a un nouveau concept qui a été inventé par Obama, je crois que c'était en 2010, qui est le concept des talibans modérés. Ouais. Eh bien, le concept des talibans modérés n'existe pas. Ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Ce sont évidemment les mêmes considérations. D'ailleurs, maintenant, c'est l'État islamique d'Afghanistan et la loi qui s'imposera, ce n'est plus la loi civile, c'est la charia. Bon, donc ça a été déclaré hier. Donc ce sont toujours les mêmes et on est bien naïfs, nous occidentaux, de croire que nous allons pouvoir négocier. Alors négocier ponctuellement, ok, mais négocier à long terme pour rapatrier nos ressortissants, ça d'accord. Mais négocier à long terme avec les talibans, non, je n'y crois pas une seconde. Je vous propose d'écouter un des sons du zapping de Gilles Gansman ce matin. C'était un reportage de Dorothée Oliéric sur les nominations gouvernementales des talibans. On retrouve en direct de Kaboul notre envoyé spécial Dorothée Oliéric. Dorothée, la liste des ministres a de quoi faire frémir le FBI notamment. Effectivement, je vais vous donner un exemple. Le ministre de l'Intérieur, c'est Serajoudine Haqqani, membre du réseau Haqqani, réputé proche d'Al-Qaïda, qui a organisé des attentats suicides, qui a pris en otage des Occidentaux. Et les Américains offrent toujours une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Et puis, le Premier ministre, eh bien, c'est un proche du Mollah Omar, le fondateur des talibans. Le fils du Mollah Omar est ministre de la Défense. Et il n'y a pas de femmes, aucun ministère pour les femmes, pas non plus à des personnalités de l'ancien régime. Et il y a une nouveauté, c'est le ministère du bien et du mal. Ça rappelle les heures sombres en 1996 où le régime taliban avait instauré pour la première fois un ministère de la lutte contre le vice et de la promotion de la vertu. Merci Dorothée. Oui, j'ajouterai un point là, pour conclure, c'est que dans ce que disent les femmes et les manifestants, ils nous disent évidemment liberté, etc. Mais ils nous disent également honte au Pakistan, et c'est là où on apprend que le Pakistan aurait bombardé les troupes du fils de Massoud avec violence, puisque ces bombardements auraient permis aux talibans, récemment, il y a une semaine, auraient permis récemment donc de reprendre ce contrôle de la vallée du Panjshir. Et sans ces bombardements du Pakistan,
nous n'aurions pas aujourd'hui de contrôle total du pays par les talibans. Donc le Pakistan a une responsabilité essentielle et personne ne le dit. C'est absolument hallucinant. C'est un allié des États-Unis qui a toujours joué un jeu trouble et là il continue allègrement. Mais en tout cas la gouvernance inclusive a vécu. On nous avait présenté ça, le wording était magnifique, là il y avait du storytelling. Et puis non, ça ne va pas être le cas. Ce qui est nouveau, c'est les manifestations. C'est comment est-ce qu'elles vont se poursuivre? Est-ce qu'on va les faire taire? Oui, Jean-Luc? Mais elles ne vont pas se poursuivre. La répression sera terrible, nous le savons. On peut le penser. Moi, j'ai regardé les images, parce qu'il y a eu quelques images qui sont sorties hier. Effectivement, il y avait beaucoup de femmes. J'ai pris, Jérôme, excuse-moi, quand on choisissait les coups de cœur, j'avais pris le même que le tien. Donc j'ai changé, mais je suis flatté. Donc non, elles ne vont pas se poursuivre, c'est impossible. Dans un régime autoritaire et dictatorial comme celui-là, quand on tire sur les manifestants à balles réelles, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà. Après, qui peut être surpris du rôle important que joue le Pakistan depuis des années par rapport à l'Afghanistan? Personne. C'est eux qui ont la main sur un certain nombre de politiques menées en Afghanistan. Qui peut être surpris que le gouvernement afghan des talibans soit rempli de terroristes? Personne. Non. Moi, une chose est certaine... Peut-être Jean-Yves Le Drian. Mais une chose est certaine, moi, ce dont j'ai été surpris, c'est que quand les talibans ont pris le pouvoir, on a été surpris de leur rapidité. Mais qui peut être surpris de ça? Et je dis... Biden, on peut être surpris. Français, aux Européens. On pouvait prévoir tout cela. C'était totalement prévisible. On n'a rien prévu à l'avance par rapport au rapatriement. Rapatriement, évidemment, des Français travaillant en Afghanistan, mais rapatriement aussi des dizaines de milliers d'Afghans qui ont travaillé pour la paix en Afghanistan, pour travailler comme traducteurs, comme éducateurs, comme aide et tout ça. À ce niveau-là, rien n'a été préparé à l'avance. Non, et j'ajouterais même que la France n'a pas été au bout de ses obligations pour être en contact avec des Afghans en France, où il y a des listes de gens qui ont été donnés au Quai d'Orsay. Beaucoup de ces personnes n'ont pas pu être rapatriées. Alexandre ? Sur ces images, en tout cas, sur ces images de manifestants, c'est à la fois remarquable et tellement bouleversant. Remarquable parce qu'il faut un courage fou pour faire ça, dans un régime qui a ce degré d'autoritarisme, et bouleversant parce qu'on se doute bien, en effet, que tous ces gens vont finir en martyrs et dans des conditions qui seront là encore épouvantables. Après, il ne faut pas être très surpris. Alors non seulement, bien sûr, cette situation-là était prévue et elle a été annoncée dans certains cénacles totalement fermés et où certains chefs d'État ont dit mais c'est ce qui va se passer et personne n'a réagi, ni au sein de l'OTAN ni ailleurs, mais parce que globalement les Américains avaient décidé et qu'une fois que les Américains avaient décidé, il n'y avait aucun train qui pouvait faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est que là où il ne faut pas être du tout surpris au regard de l'histoire de l'humanité, c'est que malheureusement, dans tous ces régimes, les populations sont toujours passées au second plan par rapport aux intérêts supérieurs. Les Américains sont partis, c'est du jeu de go à la chinoise entre guillemets, et tous ceux qui ont intérêt à reprendre le contrôle de ces territoires, avec des alliances nouvelles, tout ça pour constituer un front contre l'Occident, le font et les populations, mais tout le monde s'en contrefiche. Donc nous, on va s'indigner. De l'autre côté de la planète, à partir du moment où vous tirez une ligne au-delà d'Israël, vous basculez dans un monde sur lequel les populations ne priment pas au regard de l'intérêt supérieur des États et la vie compte beaucoup moins que chez nous. Alors, ce qui est nouveau, c'est que pendant 10 jours, on nous a bassiné dans les médias, chez les diplomates, etc., avec cette notion de talibans modérés, qui est absolument un scandale. Tout et n'importe quoi en permanence. Qui pouvait croire que les talibans allaient être modérés? Oui, un dernier mot, Jean-Luc? Non, mais voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Il y a Brigitte qui nous fait remarquer que depuis 220 jours en Birmanie, il y a des manifestations de la répression et peu de médias en parlent. L'enjeu n'est pas exactement le même, mais quand même, ce qui se passe là-bas est absolument dramatique. Vous avez raison, Brigitte, de le signaler. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Le journal, à tout de suite. Et nous débattons sur Sud Radio comme tous les jours avec Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, coprésident d'Opinion Valley, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, et Jean-Luc Benamias, qui est à Marseille, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On va parler de Marseille avec vous, Jean-Luc, dans un instant. On va parler du pass sanitaire. Est-ce qu'il a eu un impact sur la consommation? Est-ce que vous avez changé vos habitudes à cause de ce pass sanitaire et puis l'obligation vaccinale des soignants? On va en reparler avec Alexandre Malafaye dans un tout petit instant. On continue notre tour de table. Jérôme Ripoul, coup de gueule. Oui, alors qui a dit il y a peu ou prou un an, je ne cherche rien d'autre, je ne serai pas
je ne cesse de le répéter, candidate à la présidentielle. C'est à l'échelle communale, je souligne, que l'on peut penser, travailler, agir au plus près du quotidien. Qui a dit ça? C'était Anne Hidalgo. Vous voulez qu'on l'écoute? On a le son. Avec plaisir, oui. Pour clouter exactement, oui, je prends. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? S'il le dit, non, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. On archive, hein, vous êtes pas capable de donner le vendeur, non, pas du tout. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Alors je veux pas décevoir Anne Hidalgo, mais l'Élysée n'est pas un village, et donc effectivement, si elle est candidate à l'Élysée, d'une part elle se déjuge, et ça je trouve ça quand même extrêmement dommage. On peut quand même saluer le fait que Xavier Bertrand, quand il s'est présenté à la région Hauts-de-France, a dit d'emblée que s'il était élu, il serait candidat à la présidentielle. Il n'a trompé personne. Les électeurs, en l'élisant à la région, ils ont élu quelqu'un dont ils savaient que dans le parcours, il avait décidé de se présenter à la présidentielle. Anne Hidalgo a trompé les électeurs, et je trouve ça, mais vraiment d'une pratique, d'une politique aérienne, mais complètement datée. Et je me dis que franchement, si la gauche en est réduite à aller chercher quelqu'un d'une part qui se déjuge, et qui d'autre part, sur sa ville, est quand même extrêmement critiquée. Certes, elle a été réélue, mais on voit bien que les ruines, le champ de ruines que constituait l'opposition à l'époque, n'a fait qu'accélérer sa réélection. Je trouve ça dommage. Voilà. Et je trouve que, sur le fond, donner crédit à cette candidature, c'est quand même déjuger la parole politique. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Mais bon, ça n'empêchera pas Hidalgo de lancer sa candidature aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a un petit pataquès aussi média avec elle, c'est-à-dire qu'elle devait aller chez Laurent Ruquier. Elle a annulé sa venue chez Laurent Ruquier samedi prochain en disant « je vais faire le 20h de TF1 ». Sauf que TF1 avait calé Marine Le Pen depuis très longtemps. Ah oui. Et donc TF1 ne va pas annuler Marine Le Pen pour recevoir Anne Hidalgo. Donc du coup, elle va aller sur France 2 chez Laurent Delahousse. Entre 6 donc le match des audiences... entre 6 et 20% d'attention de vote, c'est vite réglé. Jean-Luc Benamias, vous qui êtes un fin politique, c'est vrai que c'est pas terrible de dire j'y vais pas, j'irai pas, la ville, la main sur le cœur, la ville avant tout, et puis paf, la ville, on s'en fout. Cette présidentielle est assez surprenante. Vous avez vu le nombre de candidats et de candidates. Alors il y a Anne Hidalgo, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, moi je pense que rien n'est joué dans tout cela. Voilà, j'ai bien entendu ce que disait Anne Hidalgo. C'est pas la première fois qu'un homme ou une femme politique dit l'inverse de ce qu'il va faire. C'est ça. Voilà. On peut le regretter. Pas par rapport à ça. Le nombre de candidats de gauche ou dans l'écologie qui veulent se présenter fait déjà que, globalement, malheureusement, de mon point de vue, il y a assez peu de chances de voir un candidat de gauche ou écologiste au second tour de la présidentielle. Je le déplore. Et c'est d'ailleurs pour ça que je soutiens ce qu'on appelle la primaire populaire, c'est-à-dire un certain nombre de militants et de militantes, de sympathisants, qui essayent de développer l'idée d'une candidature commune. C'est très difficile, c'est très compliqué, et à mon avis, ça va être encore plus compliqué suite aux différentes candidatures qu'on voit arriver semaine après semaine. Non, tout à fait. Oui, Jérôme? Non, sur Anne Hidalgo, moi je ne vais pas lui faire le procès. Je l'ai assez combattu quand j'étais au Conseil de Paris, sur les affaires parisiennes, pendant un mandat, son premier mandat, mais je ne vais pas lui faire le procès de revenir un an en arrière. Bon, ça arrive assez souvent, des gens qui nous disent je ne serai pas candidat, puis finalement ils sont candidats. Bon, je crois plutôt qu'il faudra, en tout cas en ce qui me concerne, la combattre sur le projet. Moi, c'est ce que j'attends, c'est son projet. Quand Jacques Chirac était maire de Paris, qu'il a été candidat à la présidentielle à plusieurs reprises, à 3 reprises, il a toujours dit « ce que j'ai fait pour Paris, je le ferai pour la France ». Bon, Anne Hidalgo, il ne faut pas qu'elle dise ça. Il faut qu'elle dise l'inverse. Ce que j'ai fait pour Paris, je ne le ferai pas pour la France. Mais c'est vrai. Mais Jérôme, je trouve... Déjà, le 30 km, je pense que c'est quelque chose qui va être profondément... Jérôme, mais je trouve que vous passez un peu rapidement sur la question éthique. Parce que dire, oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, et j'ai cité Xavier Bertrand, et je trouve que c'est décrédibiliser la parole politique vis-à-vis des citoyens que de dire, après tout, c'est normal. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on retrouve de l'éthique en politique. Je suis d'accord, mais les choses évoluent très vite. Un mot, Alexandre. Je veux dire, il faudra bien sûr, mais si on n'est pas d'accord avec elle, il faudra la combattre sur le projet, c'est sûr. Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment la combattre et attirer l'attention des gens sur ses méthodes. Parce que, après tout, le projet, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est le débat politique, mais sa façon de faire, sa
méthode en général, l'action qu'elle déploie, et ça, c'est bien pire. Et donc, appliquer à un pays, ça peut être très problématique. Après, dans ce qu'elle fait, il y a des bonnes choses. Moi, très objectivement, j'ai une petite voiture électrique à Paris pour me déplacer quand j'en ai besoin. Les 30 km/h ne me posent pas de problème. Alors, il faut se discipliner, mais je trouve que comme on a une très mauvaise cohabitation dans cette ville ultra chargée, ultra dense, entre les différents modes de mobilité, je trouve que ça, c'est plutôt une décision. Et alors, il faut faire attention. Malheureusement, il y a beaucoup de répression très rapide. Donc, évidemment, ça crée des situations d'injustice tout de suite parce que les gens ne sont pas habitués. C'est là où je regrette effectivement le cynisme de la méthode et le contrôle, le flicage systématique. Mais qu'à un moment donné, on essaie de mieux cohabiter entre les 2 roues et les 4 roues. Et franchement, pour faire ça depuis maintenant 15 jours, 30, 40, 50, vous mettez votre limitateur et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est pas idiot. Ce qui me fait en revanche plus peur, c'est ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire interdire une grande partie du centre de Paris à toute forme de circulation en dehors des taxis et des résidents. Ça, c'est un vrai projet compliqué à gérer. Et là, sur lequel il n'y a aucune transition. On va pas faire longtemps sur Paris. C'était le propos sur les politiques qui disent la main sur le cœur, ma ville d'abord, et qui tous pareil. Pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Luc Benamias, ça donne aussi un état, une photo de l'état de décrépitude de la gauche. Parce que d'abord, de l'ensemble de la vie politique française, Jérôme. D'abord de la gauche, ensuite on verra. Je pense qu'ils l'ont tous fait. De la gauche. Même de la Macronie. Ils l'ont tous fait. Allez, Jean-Luc, votre coup de gueule, ça concerne Marseille? Ça concerne Marseille. On en a beaucoup parlé, mais le sujet est passé à l'as, c'est la reconstruction des écoles marseillaises, qui sont dans un état, tout le monde le sait, absolument déplorable pour plusieurs centaines d'écoles de Marseille. Et je n'ai pas vu, dans les différents projets proposés, dans les déclarations notamment du président de la République, de plan d'extrême urgence. Car c'est gentil de construire une école de reconstruire ou de réhabiliter une école pour dans 4, 5 ou 6 ans. Mais l'urgence, c'est dès la rentrée, on le voit dès cette semaine. L'urgence, c'est de faire comment on fait pour remettre en état des écoles marseillaises qui sont en état déplorable. Voilà, un certain nombre des enfants de Marseille, quels que soient les quartiers, mais c'est souvent dans les quartiers évidemment sociaux les plus en difficulté, sont dans des écoles absolument déplorables. Et donc le sujet est devenu comment la directrice ou le directeur d'une école pouvait choisir ses enseignants. C'est pas ça l'urgence, hein. Loin de là, c'est pas ça l'urgence. Ouais. Non mais vous avez raison, et quand on veut, on peut, et les écoles, ça semblerait être quand même une priorité. Juste une nuance pour ce que vient de dire, je partage ce que vient de dire Jean-Luc, mais une petite nuance, c'est que l'État n'est pas responsable du financement des écoles. Ce sont les départements, ce sont les régions, ce sont les communes pour le primaire, enfin tu sais parfaitement bien. Donc tous ces gens-là sont quand même responsables de l'état de décrépitude des écoles. Sauf que le président de la République est arrivé... Le président de la République est responsable de l'état de décrépitude de Marseille. Mais il est arrivé avec de l'argent et une volonté politique de faire bouger les choses. Une partie de l'argent va servir à reconstruire un certain nombre d'écoles et à les rénover. Et on rappelle que c'est la droite qui a été aux affaires de Marseille pendant de nombreuses années. La gauche aussi, à la région pendant un certain nombre d'années. Donc si tu veux, il y a une responsabilité locale aussi qu'il ne faut pas non plus négliger. Allez, Jérôme. Oui, allez-y. Juste rapide. Jean-Luc, vas-y. Tu as raison. Sauf que Marseille est une ville où la pauvreté existe dans 50% des quartiers de Marseille, si ce n'est un peu plus. Le budget de Marseille ne peut pas permettre aujourd'hui d'aller aussi vite pour la reconstruction ou la réhabilitation. Et dans ce cadre-là, bien évidemment que la métropole, que le département, que la région doivent jouer leur rôle, mais aussi l'État par rapport à la seconde ville, égalité avec Lyon si on veut ou pas, je m'en fous, de reconstruire ces écoles. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment qu'il y a l'État doit agir le plus rapidement possible pour aider cette ville qui en a grandement besoin. On en reparlera juste après. Okay. Voilà, on va en reparler. On va parler de Marseille. Moi, j'ai un coup de cœur pour la une de Charlie Hebdo qui a trait au procès de Salah Abdeslam où il est encadré par deux policiers. Faites entrer l'enculé. Voilà, je trouvais que c'était un joli jeu de mots et un gros coup de gueule pour les chaînes d'info, LCI en particulier, qui a décidé de suivre Salah Abdeslam tel une rockstar ce matin, à moto, avec une caméra, comme on suit l'arrivée d'un chef d'État. C'est absolument lamentable, cette télévision spectacle, ce n'est pas une star, c'est un criminel, enfin il sera jugé présumé coupable, présumé innocent jusqu'à son jugement, pardon, les lapsus sont intéressants, mais je sais pas ce que vous en pensez, cette image, je crois que BFM voulait le faire et puis c'est ravisé, bravo à Marc-Olivier Fogiel, mais je viens de recevoir les images que je trouve mais absolument sidérantes. Qu'est-ce que ça apporte en termes d'information journalistique ? Rien. Je veux dire, ok... Départ de la maison d'arrêt
apparaître Fleury Mérogis d'un convoi transportant sous très haute sécurité. C'est uniquement de la téléspectacle. Ce qui montre qu'on peut rouler à plus de 30 km/h à Paris. Pardon ? Rien en attendre. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas un héros. C'est lénifiant, tout ça est lénifiant. De toute façon, la qualité du débat public en France aujourd'hui, depuis des années, c'était dit par Bernard Cazeneuve, qui était interviewé, je ne sais plus sur quelle chaîne, peut-être sur LCI d'ailleurs, en disant que l'ensemble des responsables politiques sont responsables d'un appauvrissement effrayant de toutes les questions essentielles, puisque tout est ramené à des questions qui sont des questions partisanes, clientélistes, faire le buzz, avoir une punchline qui va bien, mais les vraies questions de fond, les grandes questions essentielles, on n'arrive pas à fabriquer de consensus, on se divise, on se marginalise les uns contre les autres, c'est redoutable. Et Cazeneuve, là-dessus, il a 100 fois raison, malheureusement. Et reprendre le cours de l'histoire pour à un moment donné faire du débat intelligent, ça va supposer qu'il y ait quelques personnes qui s'en donnent les moyens. Ouais. LCI qui disait vouloir décrypter, ne plus faire de débat, de comptoir, etc. Je trouve, franchement, je suis très en colère, donc comme colère partagée. Je trouve ça vraiment inadmissible et honteux. Voilà. On se retrouve dans un instant. On va parler de la vaccination obligatoire pour les soignants. C'est votre coup de gueule, Alexandre Malafaille, et vous pouvez bien évidemment réagir. Nous appeler 0826 300 300 si vous êtes soignant, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, nous raconter ce qui va se passer pour vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous débattons avec Alexandre Malafaille, Jérôme Ripoul, Jérôme Dubus et Jean-Luc Benamias. Alors Alexandre, votre coup de gueule nous entraîne sur un sujet dont je voulais que nous débattions. Donc je vous laisse exposer votre point de vue. Merci Valérie. Non, le coup de gueule, c'est qu'en fait la stratégie qui a été décidée de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants avec une date couperet qui est le 15 septembre, mais une partie des soignants qui ont refusé pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on peut y revenir, mais c'est pas le sujet, dans la position d'être embêtés le 15 septembre, puisqu'ils sont 300 000. Donc il y a 300 000 personnes qui, vraisemblablement, le 15 septembre, vont avoir un vrai problème. Alors moi, je pose deux questions, et c'est des questions sur lesquelles je m'interroge, et on peut tous légitimement se poser ce genre de questions, puisque, à un moment donné, le débat public peut encore être un peu libre dans ce pays, et c'est tant mieux. S'ils ne sont pas vaccinés, mais qu'ils respectent l'ensemble des gestes barrières, qu'ils portent des masques de type FFP2, à ce moment-là, comme ils l'ont fait depuis 1 an et demi, en toute logique, ils devraient être en situation de pouvoir travailler sans mettre en danger qui que ce soit. Le masque est censé nous permettre cela. Sinon, j'ai pas tout compris. Et la deuxième question que je pose est une question qui est plus opérationnelle par rapport à la façon dont ça va se passer. C'est comment, juridiquement parlant, on va traiter ces soignants. La loi d'exception dit des choses, mais le Code du travail dit aussi des choses. Un employeur, par exemple, ne peut pas interroger un salarié sur sa santé, et encore moins le sanctionner pour ce motif. Il y a un article du Code du travail qui le dit très très clairement. Et par ailleurs, l'engagement de sanctions sur un mauvais motif, mais même l'engagement de sanctions sur un tel motif, suppose la mobilisation de véritables moyens. C'est comme pour toute procédure disciplinaire, vous ne pouvez pas la déclencher de manière autoritaire et brutale. Donc il y a une judiciarisation de cette situation à l'échelle d'une population importante qui me paraît poser problème, avec un niveau de recours de contentieux, là aussi, qui est très lourd. Et donc je me pose la question de est-ce qu'il fallait la rendre absolument... C'est comme au niveau du schéma vaccinal obligatoire pour tous les Français. Est-ce qu'en fait, il fallait pas tendre vers une stratégie qui vise à faire en sorte que le plus grand nombre soit possible, et qu'après, effectivement, pour ceux qui ne le sont pas, on prenne le maximum de précautions, comme on le faisait préalablement, avec notamment les gestes barrières et le port du masque. Voilà. C'est cette question de dire comment on va gérer cette problématique-là, parce qu'après, leurs raisons, elles sont peut-être toutes mauvaises, n'empêche que quand vous avez une population de 300 000 personnes qui ne veut pas se faire vacciner, dans un monde qui est celui du monde médical, où on a quand même besoin de bras et de soignants, c'est peut-être pas que les chirurgiens et que les praticiens de réanimation qui sont dans cette position-là, il n'empêche que ça pose des questions sur lesquelles moi, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, je me demande, en tout cas sur le fond, c'est est-ce que cette stratégie de l'obligation quasiment faite aux soignants et de l'obligation faite à la population était la bonne, ou est-ce qu'il fallait pas être plus, et je sais que ça fera réagir, sur la ligne du docteur Kierzek, qui par exemple dit, ok, il faut vacciner bien sûr les plus fragiles, bien sûr les plus vulnérables, bien sûr encourager tous ceux qui veulent le faire, mais ne pas forcément passer par la case de l'obligation, dont on voit bien qu'à un moment donné, elle clive et qu'elle façon, elle n'est pas applicable à 100%. Alors Jérôme, vous voulez répondre ? Oui, rapidement, mais moi je ne partage pas ce point de vue. Je trouve que les soignants, ils ont eu beaucoup de temps, puisqu'ils ont été parmi les publics prioritaires. Dès le 15 janvier, on a ouvert la vaccination aux soignants, notamment dans les EHPAD. Alors dans les EHPAD, il y a eu des progrès, puisqu'on est à 90% maintenant des soignants qui sont vaccinés, donc ça prouve bien que finalement il y a eu une prise de conscience, il y a eu beaucoup de pédagogie de la part de l'encadrement, et ça a marché. Donc la pédagogie, c'est très important, mais il y a un moment où il faut dire stop, vous vous faites vacciner parce que vous êtes en contact. Et avec ce variant Delta qui a changé un peu les choses, lorsque vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez contaminer 6 personnes. Lorsque vous êtes vacciné, vous en contaminez 1,5. C'est quand même énorme, c'est 4 fois moins. Eh bien, ne serait-ce que 2 fois moins, ça suffirait pour faire
pour se faire vacciner. Et donc, il y a une prise de conscience. Il reste une semaine. Moi, je ne veux pas charger outre mesure les soignants qui font un boulot considérable. Et tu l'as rappelé, ils sont absolument essentiels dans la chaîne hospitalière, bien évidemment. Ils ont beaucoup souffert des premiers mois du Covid. Et donc, il y a une prise de conscience à avoir. Il reste une semaine, 300 000 personnes, on les vaccine en une semaine, il n'y a aucun souci. Alors, il restera peut-être quelques irréductibles qui sont contre le vaccin. Ça, c'est leur choix, j'allais dire, personnel et philosophique. Mais ils en tireront les conséquences. Mais ceux qui aujourd'hui sont encore en doute, alors il y a eu des doutes dans le personnel soignant sur le vaccin AstraZeneca. Comme dans toute la population, puisque le vaccin AstraZeneca était celui qui était proposé aux soignants. Et on les a envoyés aux Africains. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisque aujourd'hui, ils ont accès à tout type de vaccin, que ce soit Pfizer, que ce soit l'ARN messager, que ce soit d'autres types de vaccins. Donc, le choix est ouvert. Il reste une semaine. Moi, je les appelle à se faire vacciner rapidement. Moi, j'ai envie de revenir à l'essentiel. Serment d'Hippocrate. Le premier mot d'ordre du serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Moi, j'estime que quand on est soignant, la mise en danger hypothétique d'autrui est absolument inconcevable. Donc, par rapport à ce que vous dites, je retiens deux choses. Je retiens la problématique du soignant et de sa responsabilité vis-à-vis du patient. Et pour moi, il n'y a pas de discussion. Il ne doit pas y avoir de mise en danger, même hypothétique, du patient. Et la deuxième chose, je retiens la liberté. Sur la liberté, peut-être que le gouvernement se plante en disant il y a un droit de retrait. Finalement, ils ne veulent pas se faire vacciner, donc donnons-leur la possibilité de ne pas exercer la profession pendant longtemps. C'est quand même un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les congés, sur les RTT, sur les volumes, etc. Et après, on joue la montre. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, on épuise le temps dont ils disposent pour qu'ils ne répondent pas à l'obligation. Et après, la situation va peut-être un peu mieux. C'est là où on rentrera dans le dur. Mais en tout cas, des échos que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas... je ne sais pas d'où vient le chiffre de 300 000. Ah oui, il a été annoncé de manière tout à fait officielle depuis hier. Donc, par qui? Par le ministère de la Santé? Oui. Ils ont consolidé. Ils ont consolidé. Bon, d'accord. Donc effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qui est dans pas une fake news. Non, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que je posais la question. Et c'est bien de savoir qui est concerné, c'est-à-dire quels sont les publics. Ce qu'on disait, aides-soignants, brancardiers, etc. Et puis après, il faudra une réponse effectivement. Moi, je peux concevoir effectivement qu'on ne veuille pas se vacciner, mais en tout cas, quand on est soignant. On ne peut pas imaginer qu'un soignant mette en danger la vie d'autrui. Moi, la question que je pose, et j'aimerais bien avoir la réponse, est-ce que à ce moment-là, les non-vaccinés, si on avait dit écoutez, dans ces cas-là, vous porterez des masques FFP2, dont on sait tous qu'ils sont à un très haut pouvoir de filtration, est-ce que c'est pas la réponse? C'est comme ce qu'ils ont fait pendant 1 an et demi avant d'être vaccinés. Ils ont déjà des masques FFP2. Oui, mais Alexandre, vous pouvez vous moucher, vous pouvez... Je pose des questions. Et avoir de la charge... Mais vous savez aussi comme moi que maintenant, même en étant vacciné, à l'hôpital, vous pouvez continuer aussi à transmettre. Donc on n'empêchera pas les vaccinés. Moi, je suis d'accord, mais le masque FFP2 est normalement un masque qui protège éminemment. Vous avez envie de porter, vous, un masque FFP2 tout le temps? J'ai essayé, bien sûr. Non, mais est-ce que vous avez envie de porter un masque FFP2? Est-ce que quand vous regardez les chiffres aujourd'hui le sujet, Alexandre... J'interroge la question, je n'ai pas les réponses. Le sujet, Alexandre, aujourd'hui, et pour les gens qui disent que le vaccin ne fonctionne pas, c'est que quand vous avez en réanimation aujourd'hui des gens à 95% qui ne sont pas vaccinés, ça veut bien dire qu'il y a quand même un effet du vaccin, que ce vaccin sert à quelque chose. Encore, je ne dis pas ça. Je dis simplement, est-ce que le fait de porter un masque à haute filtration comme le FFP2 aurait permis peut-être d'éviter la situation de blocage? Parce que je le redis, juridiquement parlant, 300 000 personnes qui vont ne pas être en situation vaccinale le 15 septembre, ça va être très compliqué à gérer. Mais en une semaine, vous savez très bien qu'il faut 4 semaines pour faire un cycle vaccinal complet. Oui, mais enfin, si on commence aujourd'hui, on peut... mais ils ne veulent pas. Les 300 000 qui sont là aujourd'hui ne veulent pas. On les aura en septembre. Et ils préfèrent perdre leur emploi. Moi, je pense qu'on peut en récupérer. Alors, on va y revenir dans un instant avec vous, Jean-Luc Benamias. Effectivement, on va vérifier ce chiffre de 300 000. Avec vous sur Sud Radio, le débat continue sur LCI, obligation vaccinale des soignants. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Le 15 septembre, l'ensemble des soignants devra avoir reçu au moins une première dose de vaccination contre le Covid-19. Selon donc la dernière estimation de Santé publique France, ils sont 87% à l'hôpital à avoir au moins reçu une dose. 300 000 soignants ne seraient pas vaccinés. C'est un chiffre qu'on a vérifié. Alors allez-y, Jean-Luc Benamias, qu'est-ce que vous voulez dire sur le sujet? Si je calcule bien, il y aurait donc en France près de 3 millions de soignants.
puisque on a un chiffre d'un côté de 87% qui seraient vaccinés et un chiffre d'un autre côté de 300 000 soignants qui ne seraient pas vaccinés. Excusez-moi, je ne crois pas qu'il y ait 3 millions de soignants dans le pays. Encore une fois, par rapport à tous ces chiffres, on est dans des hypothèses, dans des chiffres non vérifiés, non pas que sur Sud Radio, mais un peu partout. Moi, mon avis par rapport à ça, c'est que il n'y a pas que les soignants qui sont obligés et qui vont être obligés de se soigner. Je pense que dans toutes les collectivités territoriales aujourd'hui, que ce soit les départements, les régions et autres, pour tous ceux qui reçoivent du public, il y a aussi obligation vaccinale. Je sais par expérience que, en ce moment, de grandes discussions ont lieu dans toutes ces administrations, dans toutes ces collectivités, pour discuter de la façon de faire et de répondre aux différents salariés. Je n'ai pas d'avis complètement abouti sur le fait de se vacciner ou pas. Tout le monde le sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Sud Radio, sur cette antenne. Je suis vacciné depuis maintenant plus de 6 mois. Et globalement, ça a l'air de marcher. Mais je regarde aussi les chiffres issus du pays d'Israël. Et je remarque aussi que la complexité aussi là-bas, par rapport au nombre de contaminés, par rapport au nombre de contaminations, par rapport aux difficultés, continue à exister. Et donc je comprends bien qu'un certain nombre de nos concitoyens se posent de très nombreuses questions. Moi, je ne m'en pose pas par rapport à la vaccination, mais je comprends que certains s'en posent. Alors, Jérôme alors oui, je m'interroge effectivement sur ces chiffres. Je viens de regarder la fonction publique hospitalière. Alors peut-être d'État, donc c'est-à-dire que là on ne compte pas les cliniques, quand même qu'il faut prendre en compte. Représenter 1 200 000 agents. Voilà. Donc, pour le coup, le chiffre de 300 000, s'il est vrai... Il faut ajouter tous les aides-soignants, les gens qui travaillent dans les EHPAD, qui font aussi partie de toute l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est beaucoup plus large. Donc là, c'est les 300 000, ok. Les 300 000, c'est aides-soignants, aide à domicile, personnes... Si c'est 10%, ça veut dire qu'on a beaucoup progressé au mois de juillet et au mois d'août, puisqu'au mois de juin, on était à 75%, 70-75% d'aides-soignants vaccinés. Donc on a progressé très largement. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif et je pense qu'en une semaine on peut encore progresser. Je ne pense pas que dans une semaine, c'est-à-dire au 15 septembre, on arrivera encore à ce chiffre de 300 000. Je pense qu'il sera en baisse très nette. Et pour répondre à Alexandre sur l'affaire des licenciements, parce que ça a beaucoup agité au moment du projet de loi concernant le pass sanitaire, il y a eu des allées et venues, le texte a été revu, etc. Mais il faut savoir que c'est le Code du travail qui s'applique. Et dans le Code du travail, il est clairement précisé que quand vous mettez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, la vie d'autrui en danger, eh bien, c'est un motif de licenciement. Oui, mais vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, interroger un salarié sur sa santé. Je ne sais pas, Alexandre, parce que par exemple, on a le cas des employés du nucléaire. Article L 1132-1 du Code du travail. Voilà. Mais vous pouvez avoir des obligations vaccinales, ce qui a été le cas pour l'hépatite B, ce qui est le cas pour vos enfants. Quand vous les envoyez à l'école, ils sont vaccinés, vos enfants? La question n'est pas de savoir si mes enfants sont vaccinés, ça me regarde. Ils sont obligés. S'ils vont à l'école, ils sont obligés d'être vaccinés. Parce que vous voulez pas nous dire si vous êtes vacciné ou pas. Mais moi, Alexandre Malafay, vous voulez pas dire si vous êtes vacciné. Mais je pense que tout le monde devrait se comporter comme ça. Ma santé ne regarde que moi. Ce que vous avez à savoir, c'est ça. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez transmettre ce vaccin. Ma situation, je suis un homme responsable, donc ma situation sanitaire personnelle ne regarde que moi. Donc si je suis là ce matin, c'est que je suis en situation de pouvoir venir vous voir, c'est que soit j'ai eu le Covid il y a moins de 2 mois, soit je suis vacciné, soit j'ai fait un test. Voilà. Et donc dans ces cas-là, j'ai un pass sanitaire. Voilà, ça vous avez à le savoir. Et ça, je peux vous assurer que j'ai un pass sanitaire. Je vais pas vous le montrer. Vous pouvez avoir un faux pass sanitaire. Écoutez, je suis pas un crétin, on est d'accord. Je suis pas un crétin, je suis pas un irresponsable. J'ai eu cette fichue maladie, comme je l'ai dit en coulisses. Je l'ai eu l'année dernière pendant 2 mois. J'étais très emmerdé. Je sais de quoi je parle. Je sais que je parle d'expérience. Je l'ai eu dans sa version la plus agressive. À une époque où je vous rappelle, on disait aux gens restez chez vous et quand vous vous étoufferez, appelez-nous. C'était mars, avril, mai. C'était pas très confortable. Le gouvernement était à ce moment-là absolument formidable. J'en garde un souvenir très cuisant par rapport à la façon dont on a géré ma santé depuis. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. On va pas prendre son cas personnel chacun. Mais on a le droit de tirer des conclusions générales. Mais je pense qu'on a été très nombreux. C'est pas très intéressant. Pardon, j'ai eu cette maladie, donc je sais. Donc on peut parler d'expérience. J'ai pas envie d'en parler. Donc je veux simplement dire que par rapport à ça, moi j'entends
en effet que des gens expriment des points de vue différents. J'entends ce que dit Jean-Luc, parce que je regarde également beaucoup ce qui circule des deux côtés, si je puis dire, pour essayer de se forger une opinion, parce que c'est compliqué de comprendre ce qu'il faut faire et c'est compliqué d'analyser la situation. En effet, la situation d'Israël est très interpellante. En effet, la façon dont d'autres pays ont géré la crise sanitaire, des pays plus insulaires, mais aussi très intéressant de voir les résultats. Très intéressant également de voir... Regardez ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe... Oui, mais là encore, je pense qu'on a fait... Alors, si Martinique, je pense que là, on a fait une erreur stratégique, et je pense que c'est une erreur gouvernementale. On n'aurait certainement jamais dû envoyer de manière massive les populations françaises, vaccinées ou non vaccinées, en Martinique, parce qu'en effet, effectivement, on a dû contaminer beaucoup les populations locales. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on aurait dû beaucoup plus... C'est les populations locales qui réclamaient les réouvertures. Enfin, mais rappelez-vous aussi... rappelez-vous aussi que les populations locales... Ce sont les élus locaux qui sont venus... Je voudrais juste dire que sur la défiance des populations locales par rapport à la vaccination, rappelez-vous ce qu'on leur a fait à l'époque où il y avait eu, vous savez, ces fameux produits pour les bananes, où ils ont été tous attaqués. Ils ont gardé une défiance à l'égard de l'État. Ils ont gardé une défiance à l'égard de l'État qui explique beaucoup de choses aussi. Il faut essayer de comprendre les choses avant de les décider depuis Paris et puis de dire ce sera comme ça. Il faut quand même, moi, le point de vue des soignants, ok, on peut l'entendre. Maintenant, moi, je suis clairement du côté du patient. Si vous, en tant que patient, vous entrez dans un hôpital et vous avez la possibilité d'être contaminé par un soignant, ça me paraît absolument aberrant. Mais je peux être contaminé, parce que même s'il est vacciné, il peut me contaminer. Oui, mais vous réduisez le risque. Mais d'accord, je réduis le risque, mais s'il a un masque... Je vais vous donner un exemple encore plus concret. Vous faites opérer du genou, et on vous dit, ce médecin-là, il a une chance sur 4 de vous rater, et celui-là, une chance sur 10. Vous prenez lequel ? Voilà, c'est QFD. Vous prenez celui qui a le moins de risque de vous rater. J'ajoute que ce qui s'est passé dans la restauration et l'hôtellerie depuis le 12 juillet, au moment où il a été annoncé par Emmanuel Macron le pass sanitaire, c'est assez instructif. Ce sont des gens qui ne sont pas obligés de se faire vacciner. Eh bien, je peux vous dire que le personnel, grâce à la pédagogie des hôteliers et des restaurateurs, qui, par ailleurs, ont subi beaucoup plus que d'autres professions, on le sait très bien, depuis 1 an et demi. Eh bien, ces hôteliers et ces restaurateurs, ils ont fait preuve de pédagogie vis-à-vis de leur personnel. Et aujourd'hui, selon des chiffres qui sont à vérifier, mais on est quasiment à 95% de gens dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui sont vaccinés. Rien ne les obligeait. Ils l'ont fait. Pourquoi les soignants ne le font-ils pas ? Vous êtes sur une position philosophique, Alexandre Malafaye, en disant je ne veux pas qu'on me contraigne à ce que je ne veux pas faire. Écoutez, je pense en matière vaccinale, en matière de santé, je pense qu'à un moment donné, le libre arbitre est important, et je crois beaucoup plus aux vertus du consentement en démocratie qu'aux vertus des obligations coercitives. Si vous voulez, le coup du chantage social du président de la République le 12 juillet, qui dit vous avez 3 semaines pour vous mettre en règle, ce qui de toute façon n'était pas loyal, parce qu'en 3 semaines on ne pouvait pas se mettre en règle, puisqu'il faut au moins 1 mois pour faire un cycle complet de schéma vaccinal. Donc je trouve que cette façon de faire là n'était pas satisfaisante. J'aurais beaucoup plus accepté le processus si on avait dit, comme pour les soignants, le coup près, si je puis dire, qui fait qu'après vous pouvez plus avoir une vie sociale normale, une vie professionnelle normale, une vie de client pour aller dans un magasin normal. La date. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je veux juste dire que j'aurais trouvé plus loyal de la part du chef de l'État de fixer la même échéance que pour les soignants, de dire voilà, le pass sanitaire tombe le 15 septembre. Ça laissait à tout le monde de s'organiser. Après, on aurait eu des marginaux, mais on aurait déjà eu un temps normal pour faire tout ça en plein été. Juste en plein été. Après, sur l'obligation, moi, je trouve en effet, personnellement, c'est un point de vue qu'on devrait bien sûr être très 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 ferme par rapport à toutes les populations qui sont vulnérables. Pour les autres, je pense que le libre arbitre est important, et je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe en Israël, et qui est quand même très éclairant. Mais en Israël aujourd'hui, les gens qui meurent ou qui sont à l'hôpital ne sont pas vaccinés, ou sont des gens avec des pathologies et des comorbidités. Regardez un peu plus. Aujourd'hui, vous dites qu'aujourd'hui, les personnes à risque, qui sont les personnes à risque quand vous voyez aujourd'hui qu'en réanimation, vous avez des gens de 30 ans, 40 ans sans comorbidité? Comment on l'estime, ça? Oui, mais vous n'aurez jamais, de toute façon, quel que soit le schéma et la stratégie que vous allez déployer, vous n'arriverez jamais à zéro. Donc de toute façon, vous aurez toujours... mais il ne faut pas raconter n'importe quoi sur Israël. Quelle est la situation d'Israël, puisque vous l'avez évoqué à plusieurs reprises? D'abord, on a plus maintenant en France de vaccinés qu'en Israël, premièrement, parce qu'il y a un ralentissement assez curieux depuis 2 mois en Israël, je ne sais pas pourquoi. Deuxièmement, il y a eu, vous reprenez les chiffres, très clairs, vous pourrez les vérifier, il y a eu au mois de juillet et au mois d'août 2 et 4 morts respectivement en Israël. 2 et 4 morts. Bon, c'est rien. Ça veut dire que les vaccins évitent
évite non pas la contamination, je l'ai dit tout à l'heure, encore que, il faudrait vérifier. N'évite pas complètement l'hospitalisation, mais évite les cas très graves. Enfin, deux morts au mois de juillet en Israël et 4 au mois d'août. Et on nous dit maintenant Israël reprend une nouvelle vague, les contaminations augmentent, etc. Mais ce que disent les médecins dans les hôpitaux, ce sont les morts nosocomiales. C'est-à-dire des gens, vous rentrez à l'hôpital pour vous faire opérer du genou, vous avez un risque d'être contaminé par un brancardier, moi, je suis persuadé que je reviens sur la stratégie qui a été déployée à partir du 12 juillet. Je suis persuadé qu'on serait arrivé au même résultat en donnant aux Français une échéance avec un pass sanitaire au 15 septembre. Je trouve que cet déploiement, rappelez-vous en plus que le 12 juin, on disait exactement le contraire, que le chef de l'État était lui-même contre le pass sanitaire, il l'a parfaitement exprimé, il était même contre l'obligation vaccinale. Il a dit tout et son contraire. Mais il a compris que c'était la méthode pour y arriver. D'accord, mais dans ces cas-là, j'aurais préféré le 12 juillet qu'au lieu d'avoir un ton ultra martial, il ait un peu plus d'humilité dans sa façon de présenter les choses. Écoutez, on espère. C'est un problème de forme. Non, mais la forme est essentielle aussi pour fabriquer du consentement. Mais selon la façon dont vous allez me parler, je vais plus ou moins rentrer dans le jeu. Le respect de la population, c'est important. Il en manque beaucoup, monsieur Macron. Jean-Luc, vous êtes à distance, donc plus difficile d'intervenir dans le débat. Non, je pourrais intervenir, mais je le trouve. On est en train de montrer, et ça n'est pas uniquement sur Sud Radio, que le débat peut durer extrêmement longtemps parce que nous n'avons à ce niveau-là, je le dis bien, aucune certitude, mais aucune certitude sur les vaccins. Alors, ça a l'air d'éviter des gravités importantes, mais ça n'évite pas la contamination, maintenant, on le sait. Donc, voilà, ça évite quand même les cas mortels. Je n'ai pas d'avis ferme par rapport à tout cela. Je vois comment différents pays s'y prennent différemment. Je vois comment, dans les professions médicales, il y a des avis extrêmement différents. Voilà, je regarde tout ça. Non, il n'y a pas plein d'avis différents. Ils sont très convergents. Il y a un consensus, c'est clair. Non, il y a quelques voix dissonantes. La vaccination évite. Pensez qu'il y a un consensus. Il y a une majorité, je veux bien vous l'entendre. Une très large majorité. Je crois que les gens essayent d'écouter ce qu'on dit. Véronique nous dit changer de sujet, opération du genou, on demande un test PCR, même si vous êtes vacciné, vous racontez n'importe quoi. On ne parle pas des gens qui rentrent à l'hôpital, on parle des soignants. On parle des gens qui vont vous soigner, madame. Si vous rentrez à l'hôpital et que vous n'êtes pas vacciné et que votre soignant n'est pas vacciné, oui, il y a un risque que vous chopiez le Covid. Plus grand que si les deux sont vaccinés. Non, moi, je pense qu'il y a... Oui, tout à fait, c'est évidence. Moi, je pense qu'il faut entendre ce que dit Alexandre, et je pense, et ce que vous disiez, Jérôme, c'est-à-dire que, en clair, ce qui est dérangeant, c'est peut-être la façon de procéder d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, il a joué son va-tout, et il a joué très fort. Parce que, je suis d'accord avec Jérôme, il n'aurait pas eu la possibilité d'avoir cet élan s'il n'avait pas dramatisé et s'il n'avait pas fait de pass sanitaire. Donc là, l'intérêt de Macron de jouer le clivage, il est tout à fait explicable avec l'objectif qu'il a. Maintenant, ce que vous dites, et c'est là où effectivement la méthode peut-être d'Emmanuel Macron me dérange, c'est qu'il est dans le clivage justement. C'est-à-dire qu'il joue à fond cette idée de clivage. Et là, c'est vrai que ça peut être dérangeant parce qu'on voit bien que pour arriver à ce degré de vaccination, il a joué à fond le clivage. Mais si c'est l'intérêt général, je ne peux pas lui reprocher cette méthode. Moi, ce que je crains, c'est que cette méthode-là, il la duplique sur d'autres sujets. Ça, c'est pas impossible. Alors, répondre à certains auditeurs. Sylvie nous dit honnêtement, je m'en balance qu'il soit vacciné ou pas, le soignant. Je vous demande, moi, si vous avez la tuberculose ou le sida. C'est-à-dire que le sida, je peux pas vous le transmettre, le soignant, il peut pas vous le transmettre parce qu'a priori, c'est quand même sexuellement transmissible. Et la tuberculose, a priori, on est vacciné. Mais le soignant vacciné, Valérie, le soignant vacciné, comme toutes les personnes vaccinées, peuvent donner le Covid. Évidemment, sous des formes... Il semblerait moins fort, mais peuvent donner le Covid. Et donc, selon les personnes, les réactions des personnes individuellement sont des réactions extrêmement différentes. Et c'est ça, les incertitudes dans lesquelles nous sommes. Écoute, Jean-Luc, moi, je veux bien entendre tout et son contraire, mais enfin, il y a quand même aujourd'hui 5 milliards de gens qui sont vaccinés sur la planète. Alors, 5 milliards, ça m'étonnerait. Non, 5 milliards, c'est le chiffre officiel. 5 milliards. C'est clair. Donc, c'est peut-être pas assez. On peut accélérer, notamment dans un certain nombre de pays qui sont effectivement en difficulté pour avoir des vaccins, mais 5 milliards, il y a quelques cas, quelques centaines de cas qui sont en difficulté, et à partir de ces 5 milliards, qui est quand même un échantillon énorme, on en tire 2 conclusions qui font consensus. La première conclusion, c'est que la vaccination évite
en tout cas une diffusion massive de la pandémie. Ça la réduit significativement. J'ai dit tout à l'heure, 1 à 6 si vous n'êtes pas vacciné, vous contaminez 6 personnes si vous n'êtes pas vacciné, vous en contaminez une et demie. Je pense que ce sont des débats de toute façon. Les vaccins n'ont jamais été à 100% efficaces. Et troisième conclusion très courte, les laboratoires n'ont jamais gagné autant d'argent. Oui, vous pouvez aussi vous soigner avec des huiles essentielles. Et pourquoi pas mais pourquoi pas, absolument. On peut se soigner avec des huiles essentielles, avec des tisanes, et ne pas soigner, on parle de la chimiothérapie. Et vous pensez, ça fait partie des arguments que je trouve un peu... Les fabricants de masques aussi. Un peu débiles, ceux qui disent il y a eu une sorte de complot, etc. Vous pensez que les démocraties sont mises en péril pour enrichir deux labos pharmaceutiques? C'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que le pouvoir de l'argent est très fort. Bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant et on aura un auditeur en ligne avec nous. Allez, on a un auditeur en ligne avec nous qui voulait réagir. C'est Alain qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Alain. Oui, bonjour. 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 Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Je vous appelais parce que je vous écoutais là, donc dans ma voiture, et je voulais réagir un petit peu à tout ce qui se disait sur le plateau, parce qu'on entend beaucoup de chiffres de part et d'autre. Et déjà, je trouve qu'effectivement, les chiffres sont pas tous réalistes, surtout qu'ils sont souvent contradictoires. Là, vous disiez qu'il y avait 95% de personnes qui étaient en réanimation. Alors, visiblement, ce qui est dit jusqu'à présent, c'est plutôt 80%. Non, je disais que 95% des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. J'ai pas dit qu'il y avait 95% des gens. Enfin, c'est ceux qui sont en réa qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est un chiffre incontestable. Voilà. Mais bon, le chiffre que moi j'ai entendu ces derniers temps, ça tournait autour de 80%. Et quand vous regardez effectivement ce qui se passe en Israël ou en Islande, ils sont plutôt à 60% de personnes vaccinées en réanimation. Donc il y a des chiffres qui tournent dans tous les pays qui sont contradictoires. Nous, ce qu'on a, c'est aussi des chiffres qui sont contradictoires et il y a des choses qui sont pas claires. Après, c'est un domaine, je pense, qui est très pointilleux et qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'analyser la situation. Il y a des chercheurs qui sont spécialisés. Hier, dans une chaîne, j'entendais sur France Info, entre 18h et 19h, vous avez le directeur de recherche de l'Institut Pasteur qui est passé, qui, d'après sa dernière étude, était un petit peu contradictoire aussi avec le reste. Il disait que l'immunité n'était pas de 80%, mais qu'elle serait plutôt de 60%, et que de toute façon, on serait obligé de continuer les gestes barrières, parce qu'avec tous les variants qui arrivent, la solution du vaccin n'était pas miraculeuse. Donc, il faut relativiser. Tous les jours, on a des statistiques qui arrivent qui sont contradictoires. Alors, je ne vais pas parler de Raoult, parce que c'est quelqu'un qui a été contesté depuis très longtemps. Or, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, moi, en tant que personne lambda, parce que ce mec-là, il a été encensé par ses pairs pendant très longtemps, et du jour au lendemain, ça devient un con. Donc ça, je comprends pas. Soit le mec, il est bon et il a des choses à dire, soit il est pas bon, et je vois pas ce qu'il a fait pendant 40 ans dans une vie de chercheur. Il y a des choses qui, moi, en tant que personne lambda, je comprends pas. Donc je pense que les gestes barrières, effectivement, sont efficaces, ça c'est une certitude. Après, le vaccin, en plus c'est un ARN, bon moi je suis pas spécialiste en médecine, mais moi l'ARN ça me dit rien, on ne sait pas ce que ça va donner. Hier on entendait qu'on vaccine les femmes enceintes au premier trimestre, alors 90% des médicaments qui sont mis sur le marché, quand vous lisez la notice, on dit bien que dans les premiers mois de grossesse, il y a beaucoup de médicaments qui sont interdits aux femmes enceintes parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a eu des erreurs médicales dans plein de médicaments qui ont été mis en place sur le marché, où on les a retirés au bout de 10 ans, de 20 ans. En tant que femme, vous avez peut-être entendu parler du Distilbène, qui dans les années 80 a fait quand même des ravages. Non, mais c'est évident, on peut pas. Après. C'est évident. Donc là, on balance des certitudes sur des vaccins où on a très peu de recul. Après, moi, j'y connais pas grand-chose en médecine, mais, non, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité de la médecine où vous avez un vaccin qui est valable pour la maladie souche, plus tous les variants qui arrivent derrière. Ça, on n'en sait rien, effectivement, pour l'instant. Il faut juste savoir que l'ARN, ça fait encore une fois 20 ans que des laboratoires travaillent dessus. Vous évoquiez l'Islande. Je vais vous donner l'exemple de l'Islande. La population vaccinée, 81%. Décès de Covid entre janvier et août
de cette année, une personne. Guadeloupe, population vaccinée 23%, décès du Covid à la même période, 213 morts. Bon, donc voilà, je pense qu'il y a aussi des particularités sur chaque pays. Il y a 81% des gens qui sont des Islandais qui sont vaccinés. Donc bon, on convaincra personne. En Israël, mais ce que je trouve terrible, ce que je trouve terrible en fait dans ce qu'on entend, c'est que la science, elle a été balancée sur les réseaux sociaux, sur la place publique, et que c'est devenu une opinion. Là, on m'accuse d'être macroniste. Je vois pas en quoi. Non, mais je vois pas en quoi. Pourtant, Dieu sait si on le tacle ici. En quoi le fait d'être pour la vaccination fait de moi une macroniste. Et j'ai entendu des gens dire je ne me vaccinerai pas. Mais c'est la fin des arguments. Parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. C'est la fin des arguments. On touche le fond. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai rappelé les chiffres d'Israël. C'est les mêmes chiffres que l'Islande. On va pas polémiquer ni tourner autour du pot. 2 morts en juillet, 4 morts en août. Voilà. Donc ça veut dire que la mortalité est infime, grâce à la vaccination. Moi, je trouve que votre auditeur... Et aujourd'hui, j'en termine. Et ceux qui aujourd'hui nous disent oh là là, attention, vaccinés, on n'a pas assez de recul, etc., étaient les mêmes qui nous reprochaient au mois de janvier et au mois de février de ne pas avoir assez de vaccins. C'est d'une incohérence. D'ailleurs, Raoul n'est pas contre la vaccination, que je sache. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit ça. Alexandre, non. Moi, je trouve que votre auditeur dit des choses qu'il faut écouter, qu'une partie de la population exprime ce type de préoccupation, d'inquiétude. De toute façon, aujourd'hui, l'information étant disponible et de manière multiple. Alors après, est-ce que c'est de la bonne information ou de la mauvaise information? C'est évidemment toute la difficulté. Mais donc, ça suppose que sur ces questions-là, on continue quand même quelque part à exercer notre esprit critique. Parce qu'en effet, comme on ne sait pas ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut se défier des certitudes. Et je pense en effet qu'il vaut mieux amener les populations à être d'accord avec les stratégies qui sont proposées plutôt que de les y contraindre, en particulier en démocratie. Et je trouve que la méthode employée depuis le départ n'est pas la bonne, d'autant plus que les mêmes qui aujourd'hui nous disent c'est comme ça, on dit tellement de fois de faire autrement et le contraire. Mais ça participe du trouble des Français. Non, mais Alexandre, je suis pas d'accord avec vous. Mais on verra le résultat. Quand vous dites que le résultat est là, vous prenez une photographie à l'instant T. Vous ne savez pas ce qui se passera demain. Non, mais Alexandre, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre la méthode pour vacciner. Et pour vacciner, sa méthode est la bonne. Je suis désolé, vous le prenez comme vous voulez. Et après, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il y ait une vaccination obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est autre chose. Mais dans l'objectif qu'il s'est fixé, je suis désolé, la méthode qu'il a choisie... Vous êtes macroniste, vous aussi, hein? Mais non, pas du tout. Il y a un complot sur ce plateau. Non. Et c'est la différence entre machiavélien et machiavélique. Je dis j'analyse sa situation et objectivement, je dis, il est sur Emmanuel Macron, il ne faut pas me chercher parce que je suis vraiment très critique sur lui. Donc je l'ai dit. Mais là, désolé. Après, on peut être d'accord ou pas sur le fait que c'est pas la bonne méthode. Voilà, c'est pas l'objectif qu'on va atteindre. Et ça, vous n'êtes pas d'accord avec l'objectif. Non, mais surtout, vous n'êtes pas pour la vaccination pour tous. Je ne comprends pas quelle est l'alternative, parce que l'alternative, c'était le nouveau confinement. C'était le nouveau confinement. Il y a un moment, il faut dire la vérité. Soit on avait un pass sanitaire, soit on avait un nouveau confinement. Et avec sûrement beaucoup plus de contaminés si on n'avait pas vacciné. Alors mettons le pass sanitaire dans le métro, s'il vous plaît. Dans le métro, oui, non, mais la cohérence du pass sanitaire, elle n'existe pas. Alors, Alexandre, excusez-moi, là, parce que c'est ultra contradictoire. Vous mettez le pass sanitaire dans le métro et vous dites que, alors là, vous allez obliger des centaines de milliers de personnes qui veulent pas se vacciner à se faire vacciner et de plus aller au boulot. Mais attendez, il faut savoir ce que vous voulez. Mais vous acceptez que les métros... Mais non, pas du tout. Le pass sanitaire sur une terrasse, moi, me laisse un peu pantois. Maintenant, le fait qu'on ne dise pas aux gens, vous prenez le métro qui est un vecteur de contamination majeur et vous ne pouvez... Alors, Alexandre, si vous le voulez dans le métro, vous voulez à l'hôpital aussi. Mais à l'hôpital, je pense que si vous mettez un masque, vous n'êtes pas un danger. Voilà. Mais ça, c'est on demandera à un médecin. Allez, on n'a pas eu le temps de traiter évidemment des autres sujets. On n'a pas parlé de Marseille, pourtant c'est un sujet important, mais Jean-Luc, vous reviendrez et on parlera de Marseille évidemment avec vous. Tout de suite, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio.